Donc, je vais commencer. Alors, bienvenue tout le monde dans la conférence Changer les mentalités, prenez votre audition en main. Donc, je me présente, moi c'est Claudie Bourgeois, je suis coordonnatrice de la recherche pour le laboratoire en audition et vieillissement du Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Aujourd'hui, donc l'événement auquel vous participez, c'est dans le cadre de la Journée mondiale de l'audition de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé. L'événement d'aujourd'hui, en fait, ça a été organisé là, en collaboration avec la mission universitaire sur la gériatrie et le vieillissement de l'UGM et le laboratoire en audition et vieillissement et également Audition Québec, qui est un organisme communautaire. Aujourd'hui, il y aura donc 3 conférenciers. Moi, je vais vraiment plus agir à titre là, de modératrice et vous faire une petite introduction sur la journée. Mais le gros morceau là, de la rencontre d'aujourd'hui, c'est les 3 conférenciers suivants qui vont vous donner plein d'informations super pertinentes en lien avec l'audition. Donc, le premier conférencier sera Adrienne Fuente, en suivi par Adriana Lacerda. Tous deux sont des professeurs à l'École d'orthophonie et d'audiologie de l'Université de Montréal et sont également chercheurs au laboratoire en audition et vieillissement du Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Ils sont également, ils ont été consultants pour le programme Make Listening Safe de l'OMS. Donc, voilà. Et ensuite, il y aura là, Elisabeth Lavigueur, qui est vice-présidente d'Audition Québec, qui va pouvoir là, conclure la rencontre avec encore plein d'autres informations pertinentes. Et la rencontre d'aujourd'hui, pour votre information, c'est enregistré et ce sera disponible en rediffusion. Vous aurez donc un lien qui sera envoyé par courriel prochainement. Comme vous avez probablement remarqué également, je ne suis pas seule à l'écran. Il y a des interprètes en LSQ pour la rencontre, donc en langue des signes québécoise, pour la rencontre, pour faciliter l'accès pour toutes les personnes qui préfèrent avoir l'information en langue des signes. À la fin de la rencontre, il va y avoir une période de questions. Donc, on vous encourage tout au long de la rencontre d'inscrire vos questions là, pour qu'on puisse prendre le temps à la fin d'y répondre. Il y a Denise et Laurence qui sont dans la pénombre en ce moment. Là. Ils sont cachés, mais elles sont là pour soutenir au niveau technique. Donc, toutes les questions, s'il y a quoi que ce soit, écrivez dans le chat pour les questions en lien avec les problèmes techniques, puis toutes les questions plus en lien avec le contenu, mettez-les dans la section Q&A de Zoom pour avoir toutes les questions aux mêmes endroits. Puis également, on a un sous-titrage qui se fait par Zoom, donc vous pouvez l'activer en mettant dans le bas. Il y a un petit bouton dans le bas là, de la page Zoom pour activer les sous-titres. Donc, voilà. Ensuite, donc, la Journée mondiale de l'audition, à chaque année, c'est le 3 mars. Donc, c'est toujours le 3 mars, la Journée mondiale de l'audition. Par contre, le thème change un petit peu à chaque année. Cette année, c'est Changeons d'attitude et agissons pour que les soins de l'oreille et de l'audition soient une réalité pour tous. Il y a plusieurs messages clés que l'Organisation mondiale de la santé veut faire passer cette année. Principalement, on sait que d'ici 2030, les études rapportent qu'il y aura plus de 500 millions de personnes qui souffriront probablement d'une perte auditive incapacitante qui nécessite donc une réadaptation. Il y a également plus d'1 milliard de jeunes actuellement qui risquent une perte auditive permanente en raison de leurs loisirs bruyants, par exemple l'écoute de musique ou les jeux vidéo qui sont faits avec un niveau qui est élevé et donc qui risquent d'entraîner une perte auditive. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de nombreux cas de perte auditive qui pourraient être évités juste en adoptant des bonnes habitudes, des habitudes d'écoute qui sont sécuritaires. Et également, l'autre message qu'on veut savoir, c'est que pour les personnes qui ont une perte auditive, un dépistage précoce, donc plus tôt, et une réadaptation qui est faite dans des temps opportuns, en fait, c'est essentiel pour que les personnes puissent atteindre leur plein potentiel. Si on peut se laisser sur
une phrase très importante, c'est que vous pouvez dès aujourd'hui prendre des mesures pour assurer une bonne santé auditive tout au long de votre vie. Donc, dans cette optique-là, la Journée mondiale de l'audition, notre événement, c'est vraiment pour vous donner les outils nécessaires pour aller dans ce sens-là et essayer de prévenir les différentes incapacités qui pourraient survenir. Donc, sans prendre plus de votre temps, je vous laisse avec le premier conférencier qui est Adrienne Fuente. Donc, Adrienne, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Claudie. Mais bonjour tout le monde aujourd'hui. Moi, je vais vous donner en effet une introduction générale à la perte auditive liée au vieillissement. Et on l'appelle aussi, je vais commencer avec, je m'excuse, ma première diapositive qui est là. Voilà. Donc oui, je vais vous donner une introduction générale à la perte auditive liée au vieillissement et on l'appelle aussi presbyacousie. Alors, c'est sûr qu'ici, on part d'une perte auditive chez les personnes âgées et la première chose à faire, c'est justement de définir une personne âgée. Nous avons différents types de définitions et ça dépend de l'organisation, on va dire, mais aussi le pays. Et au Canada, normalement, on part d'une personne âgée à partir de l'âge des 65 ans. Important de dire aussi, comme Claudie le mentionnait déjà, la perte auditive, c'est une pathologie chronique et que c'est très, très, très prévalent. Et important de mentionner aussi, c'est que la presbyacousie ou le vieillissement est la cause principale de la perte auditive chez la personne adulte. Ah, d'une façon générale, on part d'une prévalence des 80% des pertes auditives chez les personnes âgées. Et c'est là et quand on considère la personne âgée à partir de l'âge de 65 ans. Donc, si on prend toutes les personnes âgées à partir de l'âge de 65 ans, on va dire que la prévalence de la perte auditive est autour de 80%. Donc, c'est beaucoup, ça c'est sûr. Alors aussi, si on pense aux personnes âgées, si on pense à, à la population âgée, on sait que aussi la population âgée est une population qui augmente. Donc, si on voit cette carte ici, dans l'année 2015, les seuls pays dans le monde qui avaient une population âgée de 30% au plus de la population totale étaient seulement le Japon. Mais la prédiction, c'est qu'en 2050, on va avoir plusieurs pays où la population âgée va être 30% au plus de la population totale, et cela inclut sûrement ici le Canada. Euh, alors, un autre point important aussi à mentionner, c'est que la plante principale chez les personnes âgées est la difficulté à comprendre la parole, principalement dans des situations défavorables. Donc, quand il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps, par exemple. OK? Et c'est la raison pour laquelle ils vont consulter soit l'audiologiste ou bien les médecins. Donc, la perte auditive va avoir un impact sûrement sur la communication de tous les jours, et ça c'est la raison pour laquelle les personnes vont consulter, OK, à cause des problèmes de communication. Mais si on pense aussi à la personne âgée, encore une fois, et maintenant la communication, la perte auditive, ce n'est pas les seuls aspects, ce n'est pas les seuls facteurs qui va amener ou qui va produire des difficultés de communication. On pense ici que la prévalence en déficit cognitif léger chez les personnes âgées de 65 ans et plus varie entre 3 et 18%. Et cela aussi augmente avec l'âge. Pourquoi je dis ça? Parce que un déficit cognitif va aussi avoir un impact négatif sur la communication chez la personne âgée. Donc, c'est pour cela qu'on doit considérer cette interaction entre la perte auditive et aussi de déficit cognitif possible chez la personne âgée. Alors ici, dans la diapositive, on peut voir les seuils auditifs, dont les valeurs normatives des seuils auditifs, à gauche pour les femmes, à droite pour les hommes, dans les valeurs normatives des seuils auditifs pour chaque tranche d'âge. Et on voit clairement, la première chose, je dirais, à voir ici, c'est que les hommes, en général, présentent un niveau d'audition pire que les femmes, mais cela est en train de changer aujourd'hui. On voit ici qu'au fur et à mesure que la personne vieillit, on voit qu'il y a une diminution de l'audition, c'est-à-dire une augmentation des seuils auditifs. Et si vous pouvez voir la flèche ici sur l'écran, on voit que la diminution de l'audition est surtout
au niveau des hautes fréquences, donc 4, 6, 8 1000 Hz, même 2000 Hz. OK? Donc, une diminution plus importante au niveau des hautes fréquences. Maintenant, ici, on peut voir une autre diapositive similaire avec d'autres valeurs normatives, mais qui sont très, très similaires. Et on voit ici quatre tranches d'âge, donc à partir des 20 ans jusqu'à 80. Et encore une fois, ici, on voit justement une diminution importante de l'audition. Et si on voit ici les petits carrés, à partir, euh, à partir de l'âge des 60 ans. OK? Alors, important maintenant, ici, on voit, je vous ai mis ici les phonèmes, les sons de la parole. OK? Et on voit que les sons de la parole sont produits à différentes fréquences, mais aussi à différentes intensités. Si on voit ici, par exemple, important en français, la F et la S, sont deux sons qui sont produits à des fréquences plus élevées, on va dire, mais aussi les niveaux d'intensité plutôt faibles. Donc, si vous regardez ici, pour une personne déjà à partir de l'âge de 60 ans, la personne va avoir difficulté à bien percevoir ces sons-là, les sons comme S, F. Donc, la personne va avoir difficulté avec certains mots, justement, qui vont avoir ces phonèmes-là. OK? Donc, c'est sûr, comme on a mentionné déjà, la perte auditive va justement produire des difficultés de communication, comme par exemple à cause de la difficulté à bien percevoir certains sons de la parole. Mais ça, c'est pas tout. Il y a d'autres aspects importants qu'on doit aussi considérer liés à la perte auditive. Surtout la perte auditive liée au vieillissement, parce que c'est très complexe. C'est pas seulement un problème de communication, ou d'une autre façon, on pourrait dire que la perte auditive liée au vieillissement, à cause des difficultés communicatives, la personne va commencer à diminuer sa participation sociale. OK, à cause des difficultés à comprendre, à suivre des conversations. La personne va commencer à s'isoler, bien sûr, va dépendre des proches aidants et finalement, ça pourrait causer de la dépression. Alors, tout cela, c'est un impact direct sur la personne qui pressent la perte auditive, mais aussi comme d'autres conditions de santé chroniques, ça a un effet négatif sur le conjoint, sur la conjointe de la personne. OK? Donc, c'est important aussi de le considérer, surtout au niveau de l'intervention. Alors, il y a un autre aspect important que je voudrais aussi vous mentionner aujourd'hui, et c'est la relation, l'association entre la perte auditive liée au vieillissement et la cognition. Je suis sûr que vous avez déjà entendu de cette association-ci, et il y a différentes théories. Donc, il y a des théories qui proposent que à cause de euh, la perte auditive va aussi amener à des changements au niveau du système nerveux central. Et ce type de changement pourrait aussi être la cause de certains troubles cognitifs. Aussi, on doit considérer une personne avec une perte auditive va avoir plus de difficultés, ça c'est sûr, à comprendre la parole. Donc, l'effort auditif, c'est-à-dire l'effort cognitif, va être augmenté. OK? Donc, la mémoire de travail, l'attention, la personne va utiliser plus de ressources cognitives. La personne avec la perte auditive, pour bien suivre une conversation, la personne doit utiliser plus de ressources cognitives à cause des difficultés d'écoute et donc ça pourrait aussi être lié à certains troubles cognitifs. Et aussi, comme on a mentionné déjà tout à l'heure, la personne âgée qui présente une perte auditive va commencer à s'isoler, à ne pas participer dans des situations sociales. Et donc, on sait très bien aussi que l'isolement social est aussi un facteur de risque pour des troubles cognitifs ou de la démence. Et finalement, on pourrait dire que, ou il y a des chercheurs en effet qui proposent que la perte auditive liée au vieillissement et la démence, finalement la physiopathologie ou bien la cause est comment pour les deux problèmes de santé finalement. Encore une fois, on ne peut pas dire que la perte auditive cause une démence ou des troubles cognitifs, mais il y a une association très importante. Et pour vous montrer cela, ou pour vous démontrer cela, je propose ici de parler de cette étude de Frank Link et collègues en 2011, une étude longitudinale aux États-Unis où les chercheurs ont justement suivi des personnes adultes avec différents degrés de perte auditive et aussi des personnes adultes qui n'avaient pas de perte auditive. On voit ici trois couleurs pour les barres et finalement, ce qu'on voit, c'est justement les risques
à développer une démence dans le futur. Et ici, ce qu'on peut voir, c'est que les personnes qui avaient au début de l'étude ou qui ont après développé aussi une perte auditive, mais finalement, les personnes qui avaient une perte auditive légère avaient presque 2 fois plus de probabilités ou des possibilités de développer une démence dans le futur que les personnes qui n'avaient pas de perte auditive. Alors, les personnes qui avaient une perte auditive modérée avaient 3 fois plus de probabilités ou de possibilités de développer une démence dans le futur. Et finalement, si vous voyez ici en rouge, les personnes avec une perte auditive sévère avaient 5 fois plus de probabilité de développer une démence dans le futur que les personnes qui n'avaient pas de perte auditive. Donc, vous voyez, il y a une association très significative entre la perte auditive et l'origine ou l'incidence d'une démence. C'est pour cela que le comité de Lancet justement de la démence, il suggère la perte auditive comme les facteurs modifiables, c'est-à-dire des facteurs qu'on peut modifier, les plus importants pour prévenir une démence. Ça, c'est très, très important. Alors, on doit faire quelque chose. Si la perte auditive est justement suggérée et comme un des facteurs plus importants, des facteurs modifiables les plus importants pour prévenir une démence, alors on doit prévenir aussi la perte auditive, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Important, la détection précoce de la perte auditive. Pourquoi? Parce qu'on doit intervenir de façon rapide. Et c'est pour cela, ce qu'on fait, c'est des dépistages auditifs. Et je vais vous parler dans quelques minutes au niveau de dépistage. Donc, on va détecter de façon précoce la perte auditive, puis on va intervenir de façon précoce. L'utilisation de l'intervention centrée sur les besoins de la personne, parce qu'il faut se rappeler toujours que la perte auditive a un impact important sur la communication. Et finalement, on devrait aussi considérer une combinaison des options. Donc, les appareils auditifs sont très importants, ça c'est sûr, ça aide beaucoup, beaucoup, mais important de mentionner, c'est que les appareils auditifs ne sont pas la seule solution pour la perte auditive, surtout pour la perte auditive liée au vieillissement. Alors, l'OMS nous suggère de faire des tests auditifs, donc des dépistages auditifs chaque 5 ans pour les gens entre 5 ans et 64 ans. Pour les personnes à partir de l'âge de 65 ans, l'OMS, justement, suggère un dépistage auditif chaque 1 à 3 ans. Où est-ce qu'on pourrait administrer les dépistages? Dans plusieurs endroits. On pourrait, par exemple, penser à des hôpitaux, cliniques médicales, etc., ou cliniques audiologiques. Ça, c'est au niveau de la santé, du secteur santé. Mais on pourrait aussi utiliser des endroits publics, comme par exemple bibliothèques. On pourrait aussi faire le dépistage à domicile, en CHSLD ou bien en résidence pour personnes âgées. Alors, l'administration du dépistage peut être soit en personne ou bien en ligne. Aujourd'hui, nous avons plusieurs options pour faire des dépistages auditifs à partir de la web, à partir de l'Internet ou bien à partir de l'utilisation de certaines applications. Alors, les dépistages auditifs, de façon très, très générale, on va dire qu'il y a 2 étapes. La première étape, c'est seulement de poser des questions clés que je vous ai mis ici dans la diapositive pour que, avec le but justement de savoir de façon générale si la personne pourrait avoir une perte auditive ou non. Et puis, la deuxième étape, c'est justement de faire le dépistage auditif à partir des tests plus formels. Et à partir de cela, on peut déterminer si la personne est un risque d'avoir une perte auditive. Alors, les tests de dépistage auditif, il y a plusieurs manières. Je ne vais pas vraiment utiliser beaucoup de temps parler là-dessus, mais on pourrait par exemple seulement présenter 3 fréquences à chaque oreille à un certain niveau d'intensité spécifique. On pourrait aussi déterminer déjà certains seuils auditifs pour certaines fréquences spécifiques, ou bien on pourrait utiliser des tests, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, à partir des applications avec des téléphones intelligents, ou bien à partir de la web. Et ici, il y a un test qui s'appelle Digit Triple Noise Test. C'est un test qui a été développé, ça fait très, très longtemps, et qui aujourd'hui, c'est un test qui a été adapté par l'OMS aussi, et nous sommes maintenant en train de faire l'adaptation en français. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, si le test est réussi, on devrait voir la personne dans 2 ou 5 ans, justement, pour faire un nouveau dépistage. Et toujours, on doit donner de l'information générale concernant la santé auditive à la personne. Et si le test est échoué, donc ici, on doit continuer avec une évaluation plus formelle au niveau audiologique et aussi ORL
pour justement donner l'intervention appropriée à la personne. Et avec cela, je finis ma partie de la présentation. Je vous remercie beaucoup et je donne la parole maintenant à ma collègue Adriana Lacerda, justement aussi de l'Université de Montréal, qui va nous parler de la communication dans les soins de santé. Merci, Adrian, pour cette belle introduction. Je vais partager mon écran et continuer cette journée internationale mondiale de l'audition pour vous parler de la communication dans un contexte de soins. Ce sujet m'intéresse, il fait partie de mes objectifs de recherche, qui c'est améliorer les services auprès de la clientèle malentendante. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter quelques stratégies ou bien une aide à mémoire pour favoriser les interactions entre les personnes malentendantes et les prestataires de soins. Parce qu'on sait qu'on a une grande problématique liée surtout dans les cliniques médicales ou dans les hôpitaux, qu'on voit souvent, et les études démontrent que la mauvaise compréhension des messages verbaux peut créer des obstacles à une communication plus efficace et qui perturbe les interactions appropriées entre les prestataires de soins de santé et les personnes malentendantes. On sait aussi que les personnes malentendantes peuvent avoir du mal à comprendre les informations relatives à leur propre santé, ce qui peut entraîner de bons résultats en matière de santé. Les recherches démontrent aussi qu'il y a un bris de communication, 1 million de soins, et ces bris peut causer répercussions négatives sur le bien-être des personnes malentendantes. Un autre, ces personnes malentendantes peuvent avoir un sentiment d'exclusion, d'isolement, de frustration en raison des absences de stratégies de soutien ou même de modifications adéquates dans les cliniques médicales, par exemple, ou dans les hôpitaux, qui répondent à leurs besoins pour une bonne communication avec l'équipe médicale ou de soins. On sait aussi que la communication se fait à deux. Donc, notre intention, c'est vraiment vous présenter quelques aides mémoire pour vous, personnes malentendantes, mais aussi peut-être pour l'équipe médicale. Donc, je vous présente quelques conseils pour les personnes malentendantes quand ils vont être à une consultation, par exemple, ou quand ils vont à la pharmacie, peut-être pour avoir un médicament. C'est important bien se préparer au rendez-vous. Avoir en main peut-être votre carte assurance maladie, mais aussi toutes les informations liées à votre symptôme concernant un signe de santé. C'est important aussi avoir en main la liste de médicaments que que vous utilisez déjà. Et peut-être demander à votre entourage de vous accompagner dans cet rendez-vous médical, parce que peut-être l'entourage pourrait vous aider aussi à avoir des informations importantes. C'est important informer les autres de ces difficultés à entendre. Par exemple, dans une consultation, informer à la secrétaire ou la réceptionniste que vous êtes malentendant. Comme ça, elle peut peut-être vous avertir quand votre rendez-vous ou quand les médecins seraient prêts à vous rencontrer. Exprimer votre besoin, c'est vraiment très important aussi parce que c'est impossible de savoir si la personne est
ou non malentendant. Donc, exprimez votre besoin par rapport à la communication. Vous pouvez même demander au prestataire de soins pour parler plus fort ou plus lentement, ou bien faire quelques adaptations dans l'environnement, fermer la porte pour éviter les bruits, fermer la fenêtre, ou il y a d'autres suggestions à faire selon vos besoins. Donc, c'est important de ne pas gêner, exprimer vos difficultés à entendre, exprimer vos besoins. Valider l'information comprise, c'est l'autre technique vraiment importante, surtout dans un contexte de soins. Valider si vous avez bien compris les orientations ou l'utilisation d'un médicament ou les utilisations d'un suivi de santé. Donc, c'est vraiment important, une aide-mémoire pour les personnes malentendantes. Et je pense que Madame Lavigueur va vous présenter plus de détails concernant personnes malentendantes. Je m'adresse aussi aux prestataires de soins de santé. Et récemment, on a fait une recherche d'une revue portée de littérature où on voudrait répondre la question suivante. Comment les prestataires de soins de santé pourront améliorer et faciliter leurs interactions avec les personnes malentendantes? Donc, avec cette question, nous sommes allés chercher dans la littérature. On a trouvé plusieurs articles scientifiques, plus que 4000 articles qui parlaient des interactions entre les personnes malentendantes et aussi les prestataires de soins de santé. Mais on avait aussi quelques objectifs précis. On voudrait trouver quels seraient les outils plus efficaces pour optimiser les interactions. Donc, on a trouvé 7 outils qui pourront être implémentés dans différents milieux de soins et de santé aussi. Et on a trouvé des articles importants avec plusieurs prestataires de soins. Les infirmières, infirmiers, les médecins, toutes les cliniques de réhabilitation, physiothérapie et d'autres services de réhabilitation. On a trouvé aussi plusieurs études en première ligne et d'autres cliniques spécialisées. Mais la majorité des études ont démontré que les stratégies non verbales et les stratégies verbales sont les plus utilisées pour tous ces prestataires de soins et de santé. Il y avait quelques études liées à l'adaptation environnementale et aussi les soutiens humains. On avait peu d'études liées au soutien technologique, peu d'études liées au soutien psychologique et conseil, et bien sûr l'éducation et formation. Mais on a créé quand même quelques aides de mémoire pour les prestataires de soins dans différents domaines de la santé. Donc, voici quelques professions qui sont listées dans les articles qu'on a évalués. Il y a plusieurs. Et comme je vous disais, les stratégies non verbales sont les plus utilisées associées à quelques stratégies verbales. Et vous pouvez regarder qu'il y a quelques stratégies qui sont vraiment peut-être au courant et plus utilisées dans toutes les demandes de la santé. Mais il y a d'autres qu'on pourrait vraiment se concentrer et peut-être mettre en place des stratégies comme par exemple donner aux patients un peu plus de temps pour comprendre et répondre les questions.
utiliser quelques images ou vidéos pour faciliter la compréhension et peut-être expliquer une situation de santé, par exemple. Vous pouvez utiliser des écrans qui pourraient favoriser aussi la compréhension de communication. Concernant les stratégies verbales, il y a sûrement plusieurs que vous connaissez déjà, vous, prestataires de soins, mais j'aimerais vous attirer l'attention quelques stratégies aussi qu'on a remarqué qui étaient utilisées dans les études, mais ne sont pas vraiment très utilisées dans la pratique clinique. J'aimerais aussi attirer votre attention pour adapter votre communication au niveau du patient, surtout à la clientèle malentendante. Donc, c'est important peut-être éviter les termes abstraits, les jargons techniques et même peut-être utiliser des termes médicaux plus faciles pour les patients, pour la clientèle malentendante. Vous pouvez aussi donner quelques exemples avec des histoires ou des exemples clairs pour bien comprendre une situation ou un sujet qui vous a besoin communiquer. Il y a d'autres adaptations aussi on pourrait implémenter, comme par exemple les dispositifs d'alerte dans une salle d'attente, parce que souvent on a la plainte d'un patient malentendant qui n'entend pas son nom dans une salle d'attente, par exemple. Donc, peut-être utiliser quelques dispositifs d'alerte, ça pourrait être aidant. Dans un rendez-vous médical, la position du prestataire de soins et la distance aussi pourraient être adaptées à la clientèle malentendante. Il y a d'autres suggestions que vous pouvez voir dans l'écran. Il y a aussi les soutiens humains. Ça, c'est vraiment important. On a identifié dans la majorité des études liées surtout aux premières lignes et dans les hôpitaux. On peut trouver des interprètes en langue de signes et peut-être des traducteurs liés à la langue maternelle de la personne malentendante. Ça pourrait être aidant et favoriser les interactions. Demander peut-être l'aide d'un membre de la famille pour la traduction et aussi construire un réseau d'interprètes communautaires qui pourront être là pour vous supporter. Dans la revue aussi, on a identifié quelques soutiens technologiques importants pour favoriser aussi la communication dans les milieux de soins, de santé. Et c'est important aussi savoir si les personnes malentendantes utilisent ces aides auditives et si elles sont bien adaptées. Ça pourrait faire toute la différence dans une rencontre avec les prestataires de soins. Utiliser des téléphones amplifiés pour communiquer avec les personnes ou même dans les rendez-vous, il y a des microphones comme les POC-Talk qui pourront aider et favoriser les échanges entre les prestataires de soins et les personnes malentendantes, ou même utiliser quelques stratégies avec les téléphones. Il y a tous les soutiens psychologiques qu'il faut aborder aussi dans une consultation ou dans une rencontre avec les personnes malentendantes. On a listé quelques éléments importants ici, mais j'aimerais vous attirer votre attention pour reconnaître les émotions négatives causées pour la perte auditive et peut-être adapter votre consultation en fonction de ces émotions négatives. Exprimer aussi l'accord et les désaccords avec les patients, c'est extrêmement important de montrer empathie. Ça fait partie de la relation entre les prestataires de soins et aussi les clientèles malentendants.
Et finalement, l'éducation et formation, on a trouvé en quelques études euh, euh, et ces études ont démontré que peut-être quelques ateliers virtuels sur la perte auditive pourraient sensibiliser les prestataires de soins, suivre des brefs cours sur les aides auditives, surtout les prestataires de soins qui ont un contact direct avec la clientèle malentendante, par exemple dans les CHSLD. Et aussi, vous pouvez sensibiliser vos collègues et partenaires à la condition de la clientèle malentendante. Ça pourrait être très, très aidant. Dans, dans cet objectif, on a créé un programme d'auto-formation pour les prestataires de soins et de services, surtout qui travaillent en CHSLD. Donc, c'est notre programmation d'auto-formation. On a 4 grands thèmes liés à la surdité. Donc, les premières capsules, on va parler de la déficience auditive chez les aînés. On donne, par exemple, quelques pistes concernant la prévalence, toutes les manifestations liées à la perte auditive. On parle aussi des stratégies et adaptations environnementales liées à communication, surtout entre les prestataires de soins et les personnes malentendantes. On parle des appareils auditifs, des systèmes d'amplification personnelle qui pourront être utiles dans les échanges. Et on a divisé les 4 grands thèmes en 10 modules théoriques et pratiques. Et la durée totale du programme d'auto-formation, c'est environ 1 heure. C'est une étude multicentrique en CHSLD, mais aussi on a utilisé les programmes pour la formation des professionnels de la santé qui vont être en contact avec la clientèle malentendante. Les programmes, les projets est en cours, mais on a déjà des résultats satisfaisants dans les projets. Exact. Puis, Adriana, en fait, il y a encore quelques petites informations là, sur les diapos. On va devoir les passer très, très, très rapidement pour être sûr d'avoir du temps pour répondre à toutes vos questions à la fin. Donc, Adriana, je te laisse encore là, quelques secondes là, pour conclure et passer. Merci, Claudie. Je vais finir bientôt. Donc, pour conclure, les prestataires de soins de santé peuvent utiliser les stratégies adaptation ou les soutiens de communication pour bien interagir avec les personnes malentendantes. Ces outils peuvent favoriser l'interaction et mener une communication plus réussie et efficace. Et bien sûr, le choix des outils va selon les contextes et la situation. Pour finaliser, si vous voulez aller plus loin, on a une série de documents que vous pouvez télécharger gratuitement pour bien cibler la problématique qui prendre aussi avoir des informations importantes. Donc, on a une série de capsules que vous pouvez consulter, aide de mémoire que l'Organisation mondiale de la santé a préparé pour la journée mondiale et aussi les documents avec les résumés de tous les outils qu'on peut utiliser. Merci beaucoup. Je passe la parole à Madame Lavigueur. Rectifier le son. Ok, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous m'entendez bien? C'est parfait?
Parfait. Bonjour. Alors, je suis la troisième. Courage. Grand merci aux présentateurs précédents. Écoutez, ils ont presque tout dit, alors c'est bien, je vais pouvoir comme ça vous donner des messages majeurs et pouvoir compléter un petit peu ce qu'ils vous ont dit. Moi, Elisabeth, je suis malentendante depuis plus de 40 ans. Alors je dirais que je suis un peu de l'autre côté, pas de l'autre côté du mur, non, c'est pas vrai, mais je suis porte-parole donc des personnes malentendantes. Je suis sûre qu'il doit y en avoir pas mal dans l'Assemblée. Ce que je pourrais vous dire tout de suite, et je suis malentendante profonde, l'oreille droite, là je suis à la limite de l'implant cochléaire. Malgré tout, depuis 40 ans, j'ai réussi à travailler, j'ai réussi à enseigner, j'ai réussi à créer ma compagnie, j'ai réussi à avoir des mandats, ce qui fait que quand on est malentendant, quand on prend les moyens, donc tous les moyens précédents qui ont été donnés, on peut aller de l'avant, go, il n'y a pas de problème. Alors, je vous parle maintenant au nom de Audition Québec, organisme qui aide les malentendants et dont je suis la vice-présidente. Alors, ce que je dirais tout de suite, c'est valable pour les personnes malentendantes, mais c'est valable pour tout dans la société aujourd'hui. La société où on va très vite, on est dispersé, on pitonne. Écoutez. Alors, j'aime beaucoup cette phrase de Ernest Hemingway qui dit: J'ai beaucoup appris en écoutant attentivement. La plupart des gens ne sont jamais à l'écoute. Et l'autre citation aussi que j'aime bien: La communication est indispensable, jamais suffisante. Elle est jamais suffisante. Donc, c'est déjà les messages qui ont été donnés par mes collègues euh, qui m'ont précédé et que je donnerai partout, qui est un peu aussi le thème de cette journée et le thème aussi de notre, je dirais même plus que ça, l'objectif de nos trois présentations, pouvoir communiquer. Alors, c'est vraiment ça que je vous dirais. Et avant d'aller plus loin, je vais vous montrer, je vais faire deux gestes parce que je voudrais passer un message majeur. Les messages de communication ont déjà été passés. Alors, le premier geste que je vais faire, j'enlève ma prothèse ici et je vais la remettre. Alors, pourquoi est-ce que je l'enlève et que je la remette? Parce que quand je commençais mes cours avec mes étudiants, je leur disais: Vous voyez là, ce que j'ai sont des prothèses. Si je vous fais répéter, c'est pas parce que je suis une imbécile, c'est parce que quelquefois, il y a le bruit de la ventilation dans la salle ou autre, je n'entends pas bien. Alors, c'est le premier message que je veux passer. Et derrière, je veux leur dire: Je n'ai pas honte d'avoir des prothèses. Il y en a qui n'hésitent pas à nettoyer leurs lunettes en pleine réunion. Moi, l'époque où j'avais des batteries, mais maintenant c'est rechargeable, où j'avais des batteries, je n'hésitais pas à enlever mes prothèses devant tout le monde, à changer ma batterie, à mettre une nouvelle batterie et la remettre. Je suis comme ça. Ça, c'est le premier message que je passerai. Le deuxième, merci beaucoup pour les collègues précédents, surtout la précédente qui parlait évidemment de l'écoute dans les hôpitaux, dans les milieux de santé. Regardez là ce que je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Ça, c'est ma carte d'assurance maladie. Je pense que vous la voyez bien, oui. La carte d'assurance maladie, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai le collant de l'oreille barrée et en dessous, j'ai même ajouté: Je suis malentendante. Et chaque fois que je présente ma carte dans les cliniques, dans les hôpitaux, là, je m'affiche. Ce n'est pas ma personnalité, c'est l'aide dont j'ai besoin. Je suis malentendante. Pendant la pandémie et la COVID, tout le monde sait que pour les personnes malentendantes, c'était l'enfer. Voilà. Alors, je tiens à vous dire que je parle au nom de Audition Québec, cette merveilleuse association dont l'objectif est vraiment d'aider, de soutenir, surtout d'informer toutes les personnes qui sont malentendantes, que ce soit à petite dose ou à grande dose, surtout aussi d'agir en temps de prévoir. Alors, vous allez voir dans la diapositive suivante. On aime bien les verbes, hein, parce que les verbes sont des actions. Notre rôle, c'est avant tout informer. Il y a beaucoup d'organismes dans le domaine de l'audition, dans le domaine de la perte auditive. Nous, à l'échelle du Québec, ce qu'on veut, c'est informer. Il n'y a rien de tel que d'être bien formé, que ce soit les professionnels de la santé, que ce soit les personnes malentendantes, les proches aidants, par exemple, d'être bien informés. Et là-dessus, vous allez voir sur le site d'Audition Québec, il y a de quoi faire. De soutenir les personnes
malentendants. Dans les présentations précédentes, on en parle et moi, je peux vous le témoigner. L'isolement est très fort. Et quand on parle d'isolement, on parle souvent de dépression. Parce que dès qu'il n'y a plus de contact social, hein, c'est une de nos raisons de vivre, hein, le contact social, la sociabilité, la sociabilisation. Donc, soutenir toutes ces personnes-là, les prévenir, comme on l'a dit un petit peu avant aussi, les dangers, surtout chez nos jeunes qui écoutent beaucoup de musique très, très forte. Aussi, de collaborer avec vous tous dans cet auditoire et bien sûr les autres personnes, aussi bien les scientifiques que les personnels, les professionnels de la santé auditive, que les professionnels dans les écoles, les milieux scolaires. Bref, euh, tenir la main et collaborer, et ensuite sensibiliser le grand public. Donc, c'est vraiment ça notre rôle. On a de quoi faire. Alors, un peu pour faire comprendre, quand je dis c'est notre quotidien, nous, en tant que personnes malentendantes, et ça a été dit aussi avant, notre quotidien, c'est ça. On arrive en classe et il y a un peu plus que 20 ans, quand j'enseignais à l'université, j'avais comme commentaire des étudiants, elle comprend rien, elle n'écoute pas. Alors, je vais autant vous dire qu'on me l'a dit une fois, mais pas deux, hein, dans le sens où il faut montrer, il faut dire que l'on est malentendant. Encore une fois, ce n'est pas une tare. Par contre, c'est un tabou, donc il faut casser ce tabou. Ça, c'est extrêmement important. Ou en famille, souvent, alors c'était très bien dit aussi avant, on est dans une conversation à table, il y a beaucoup de monde, il y a de la musique ambiante, il y a du bruit, on n'a pas entendu ce qu'il disait, et la phrase était: Allô là, tu dors encore ou quoi là? Ça fait 3 fois que je te le répète. Ben oui, je suis malentendante. Alors, c'est de bien expliquer tout ce qui était fait avant, puis je vais vous donner 2, 3 choses aussi. Ou dans la salle d'attente, c'était dit aussi, la salle d'attente, j'ai le numéro 35, tout d'un coup 37. Oh non, j'ai pas entendu mon nom. Alors, effectivement, dans les salles d'attente, d'avoir de l'affichage, on a ça au CHUM, par exemple, c'est merveilleux. Ou au restaurant, dans un restaurant bruyant, la personne arrive, puis madame, finalement, c'est quoi votre choix? Ben, j'ai pas entendu, vous avez parlé trop vite. Et je le dis, je n'ai pas entendu, vous avez parlé trop vite, hein. Donc, c'est ça aussi. Donc, dans tout ça, apprendre à écouter, observer et donc savoir communiquer, c'est important pour nous tous, nous les malentendants, vous les autres. Donc, de développer des stratégies de communication, des stratégies, encore une fois, d'écoute, des stratégies pour notre entourage. Et tout ceci, vous allez voir, les curieux, allez sur le site d'Audition Québec, c'est très bien expliqué. Tapez le mot-clé communication, tapez le mot-clé difficulté d'entendre, perte auditive, vous allez avoir tout ça, il n'y aura pas de problème. Alors, je ne veux pas trop répéter ce qui a été dit précédemment, je vais peut-être vous dire un peu les points importants pour autant nous, les personnes malentendantes, que vous tous. Quand on se parle, être proche de la personne, parler lentement, ça me va bien, hein, moi qui parle vite, de bien articuler, de répéter des fois quand on pose la question, c'est pas entendu, de répéter les questions avec d'autres mots, puis de leur dire aussi d'autres vocabulaires. Et encore une fois, vous avez vu, hein, je l'ai écrit en gras et souligné, sans gêne. Ne pas entendre n'est pas une tare, on n'est pas des imbéciles, et il y a il n'y a aucun complexe à être malentendant, tout comme il n'y a aucun complexe à être malvoyant, à être malade, point barre, hein. Ça va? L'autre outil de communication, écrire. Si on ne comprend pas, demander aux gens d'écrire. Maintenant, il existe aussi énormément d'applications, donc vous allez trouver ça aussi sur le site web, qui fait que quand la personne parle, automatiquement, avec des applications, le texte est affiché sur notre cellulaire en gros caractères, dans la langue qu'on veut. Il y a des aides aujourd'hui merveilleuses, c'est fantastique, ainsi que pour les prothèses auditives aussi. Des fois, quand on ne comprend pas, demander aux gens de bien épeler les mots, hein, C-A-B-A-N-E pour une cabane à sucre, ou pour les nombres. Souvent, notre cauchemar, nous, c'est quand les gens laissent un message sur le répondeur, puis ils laissent le numéro de téléphone à une telle vitesse. Des fois, ça me prend 10 fois pour écouter, puis comprendre le numéro. Alors, demander aux gens de donner les numéros par deux, plutôt que 81, 81, 22, 33. Donc, ce sont tous des petites aides.
je vous donne le minimum là, mais ce sont tous des aides ou des trucs et astuces que vous allez trouver sur le site d'Audition Québec. Encore une fois, notre rôle, c'est aider, communiquer, informer. Voilà. Et maintenant aussi, on développe de plus en plus, on le fait avec Québec, on a beaucoup d'Audition Québec, on développe beaucoup de partenariats, donc des programmes de lecture labiale, hein, la façon que l'élève circule, comment on peut comprendre. Moi, même si c'est en mute chez moi, je comprends ce qui se dit à la télévision, aux grandes dames des autres. On a aussi des outils qui aident. Par exemple, il y a une BD, une bande dessinée qui illustre comment communiquer, tout simplement, etc., etc. Ouais. Moi, je voudrais vous parler un petit peu de la perte auditive au travail. Donc, j'ai 40 ans de carrière. Je travaille un peu moins maintenant, quoique. Euh, je dirais dans le milieu du travail, soyez transparent. Expliquer, vous n'entendez pas bien. Encore une fois, moi, quand je l'explique, je commence par enlever mes lunettes, hein, puis toujours prendre des images, hein, puis je leur dis, voyez, on voit pas bien, on n'entend pas bien. Sensibiliser votre entourage. euh, de plusieurs façons. D'abord, encore une fois, c'est pas une honte, on n'est pas des imbéciles. D'être dans une pièce, par exemple, où l'éclairage va être tamisé, une personne à contre-jour, on verra pas ses lèvres, donc on sera pas capable de l'entendre. Dans une pièce qui sera pas trop bruyante, enfin, etc. Et par expérience, les gens s'adaptent très bien, hein, ils le savent très très bien, hein, il y a pas de problème. Euh, Quand on utilise vraiment la clarté, la transparence, être soi-même, comme je le suis actuellement, vous pouvez voir, numéro un, hein. Alors ça, je sais que c'est un peu, excusez l'expression, touché. Moi, je n'en fais pas une identité. C'est vrai, j'entends très mal. C'est vrai que les prothèses auditives, maintenant, c'est le bonheur, entre autres pour les acouphènes, bon, surtout les dernières qui fonctionnent à l'intelligence artificielle. Vous irez voir sur le site web aussi, on en parle. Mais ce n'est pas mon identité. Je ne m'identifie pas, je ne suis pas mes oreilles. Mes oreilles, ce sont des moyens. Je suis moi, Elisabeth, tout comme vous tous, vous êtes chacun de vous. Je trouve ça important, ça change toute la donne. Ça permet de sensibiliser justement, encore une fois, au fait, au tabou et au non-dit. Et j'en fais un atout stratégique. Je vais vous dire pourquoi. Quand c'est réunion, tout le monde parle en même temps, ou c'est fort, puis je fais chut, une à la fois. Vous savez, je suis malentendante, hein. Alors, et en fait, finalement, ça aide tout le monde, hein. Un atout stratégique en disant, on va aller au restaurant, Elisabeth, on va fêter ça. Ok, on y va. Qu'est-ce que tu préfères, le chinois, le japonais? Peu importe, en autant que ce soit pas bruyant. Donc, on peut en faire vraiment des outils stratégiques. Et souvent, c'est aussi très profitable aux autres. Alors, en tout cas, je m'en suis beaucoup servi comme ça dans ma carrière. Et voilà ce que je dirais, et je trouve ça très important. On est là ensemble aujourd'hui pour faire la preuve et optimiser le fait que nous sommes une communauté merveilleuse. Alors, quand je mettais des petites étoiles dans mes formations pour les étudiants, c'est parce que je voulais faire des commentaires. Que l'on soit professionnel de la santé, que l'on soit un chercheur très hautement placé, que l'on soit un innovateur comme Jérémy Voix, par exemple, à l'École de technologie supérieure, que je sois la petite personne timide de 81 ans qui vient tous avoir des prothèses, nous sommes tous la même communauté. Et donc, je trouve ça fondamental de pouvoir tous, je dirais, s'entraider, communiquer, parler sans retenue, chacun à notre niveau, évidemment, chacun selon nos responsabilités, évidemment, mais pour la même cause, je dirais soutenir les personnes qui sont atteintes de perte auditive et soutenir aussi tous ceux qui travaillent pour nous, parce qu'il y en a beaucoup et c'est merveilleux. Alors, c'est ça que je vous dirais à vous tous. Vous voyez, mes messages sont courts, brefs et clairs, mais c'est vraiment ce que je tenais à vous communiquer à tous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre présence. Donc, Et merci. j'enlève le partage, je relaisse la parole à tout le monde. Donc, merci beaucoup, en fait, Madame Lavigueur, mais aussi à tous les conférenciers d'aujourd'hui. Là, c'est vraiment des informations qui étaient super pertinentes. Et on a eu quelques questions dans le chat. Donc, juste avant, on va s'enligner là, vers la période des questions. Juste avant, j'ai juste un message à vous passer.
Vous allez recevoir un lien pour répondre à un sondage, un court sondage de formulaire d'appréciation. Donc, si vous pouvez prendre quelques minutes là, pour répondre à ce sondage-là dès que vous allez le recevoir, nous, ça nous aide beaucoup pour justement les événements qu'on continue à faire pour s'assurer là, qu'on fait ça de la façon qui est la meilleure là, pour vous, parce que si on est là aujourd'hui, c'est pour vous donner des informations. Donc, c'est vraiment très apprécié quand vous prenez le temps de répondre au courriel avec les sondages. Donc, les questions pour la majorité étaient répondues. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à mettre. Donc, je vais quand même résumer un petit peu là, ce qui a été soulevé comme question et les réponses qui ont été données. Donc, il y avait quelqu'un qui demandait est-ce que si le test de dépistage est fait avec des écouteurs comme des AirPods? Donc, ça, on revient là, à la portion de conférence d'Adrienne Fuente. Donc, la personne demandait est-ce que ça se fait des dépistages avec les AirPods? Et ce qui a été répondu, en fait, c'est que bon, normalement, oui, il y a des tests spécifiques qui peuvent se faire de différentes manières. Par contre, il faut respecter certaines conditions pour arriver à avoir un dépistage qui peut fonctionner. C'est sûr qu'il ne faut pas oublier qu'un dépistage versus une évaluation de l'audition, ce sont deux choses qui sont différentes. Donc, voilà, donc un dépistage, ça nous donne une idée sans nous donner toute l'information. Donc, si vous avez des inquiétudes, c'est toujours d'aller consulter un audiologiste qui sera la meilleure solution là, pour avoir vraiment toute l'heure juste. Ensuite, bon, la présentation, là, je ne sais pas si on l'a répété, mais la présentation vous sera envoyée en format PDF dans les prochaines heures, prochains jours à suivre pour les délais. Il y avait une personne qui demandait pour la perte auditive pour des personnes de 65 ans et plus, quand la perte auditive continue à diminuer, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Donc, est-ce que les appareils auditifs, bon, les gens semblent avoir que le bruit est un problème et tout ça. Ce qui est important de se rappeler, c'est que la technologie avance très, très, très rapidement. Donc, ce qui était vrai l'année passée ou il y a 5 ans n'est plus toujours encore d'actualité. Donc, encore une fois, de vous référer aux professionnels pour ça. Et ce qui est vraiment difficile de donner une réponse pour ça, c'est que toutes les personnes sont uniques, toutes les pertes auditives sont uniques. Donc, on ne peut pas donner une seule information qui sera vraie pour tout le monde. C'est vraiment du cas par cas. Et oui, pour la majorité des personnes, il y a des stratégies qui peuvent être utilisées pour tous. Il y a certaines recommandations qui vont rester assez similaires pour la majorité des gens, mais c'est malheureusement pas tout le monde qui a exactement le même profil auditif, sinon ce serait trop facile. Donc, n'hésitez pas à consulter si vous avez des difficultés avec votre audition. C'est vraiment le message là, à ce niveau-là pour qu'est-ce qui est à faire. Mais si je peux me permettre juste un petit ajout là-dessus aussi, c'est que ben, les appareils auditifs sont ajustables aussi, hein. Donc, c'est pas vous achetez un appareil aujourd'hui et vous êtes pris avec exactement le même ajustement pour jusqu'à ce que l'appareil soit plus bon. C'est vraiment personnalisé à votre audition et c'est ajustable dans le temps aussi. Fait que si vous achetez un appareil aujourd'hui puis que votre perte auditive, elle augmente, donc vous avez plus de difficultés dans quelques mois, quelques années, bien, vous pouvez le faire réajuster. Le même appareil, vous n'avez pas besoin d'acheter un autre appareil. Le même appareil peut se faire réajuster pour suivre là, votre perte auditive. Donc, le fait que l'audition continue à diminuer, ce n'est pas un enjeu à ce niveau-là spécifiquement. Puis, il y avait aussi là, des questions par rapport à est-ce qu'il existe des causes réversibles d'hypoacousie, donc de perte auditive. Oui, il y a des causes qui sont réversibles. Généralement, ça va être par exemple, une otite ou une infection de l'oreille, ben, ça va causer des pertes temporaires. Il peut y avoir certains problèmes au niveau de ce qu'on appelle l'oreille moyenne, donc derrière le tympan, les osselets, tout ça. Ces sections-là peuvent être affectées de manière temporaire, soit avec du liquide, sinon on peut avoir un bouchon de cérumen. Si on a de la cire d'oreille là, qui vient faire un bouchon, ça peut causer une perte temporaire aussi. Mais quand on parlait spécifiquement de la presbyacousie, donc de la perte auditive liée à l'âge, présentement, avec la technologie actuelle et la médecine actuelle,
ce n'est pas quelque chose qui est réversible. Les dommages ne peuvent pas être réparés. Peut-être que dans quelques années, on verra des événements là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de recherches à ce niveau-là, mais présentement, c'est pas quelque chose qui est réversible à ce niveau-là. Il y avait aussi là, une question à savoir, peut-on consulter des audiologistes gratuitement? Présentement, au meilleur de mes connaissances, les audiologistes, c'est dans le public seulement que c'est gratuit. Donc, il y a certains délais qui peuvent être plus ou moins grands, dépendant des régions, dépendant des hôpitaux et tout. Et la seule chose, c'est que ça prend une requête d'un médecin ou d'un professionnel pour être référé dans les centres hospitaliers. Et à ce moment-là, oui, c'est couvert par la carte d'assurance maladie du Québec. Donc, il faut que vous ayez une carte d'assurance maladie du Québec, là, naturellement. Mais à ce moment-là, oui, ça, c'est gratuit. Puis sinon, dans les cliniques privées, la très grande majorité des assurances privées couvrent aussi une partie là, des frais associés à des consultations en audiologie aussi. Je vais juste m'arrêter ici. Je sais que le temps est terminé, donc je vais juste lancer la parole aux panélistes, savoir est-ce que vous aviez des informations à ajouter sur ce que je viens de dire. Sinon, là, on a une dernière question qu'on va passer juste après, mais je vais juste lancer la parole là, avant de continuer là-dessus. Oui, si vous me permettez, oui. Dans les questions qui étaient posées, je dirais que le rôle des ORL est fondamental. Alors, quand on a l'oreille qui continue de diminuer, parfois, effectivement, c'est l'oreille qui vieillit, mais il peut y avoir aussi des pathologies. Et là-dessus, les professionnels de la santé, que ce soit les audiologistes, les ORL, sont vraiment à ne pas négliger. Ils sont très importants. C'est ce que je dirais. Super, effectivement. Puis pour tout ce qui est plus spécifique aux appareils auditifs en tant que tel, il y a le professionnel qui s'appelle l'audioprothésiste. Donc, c'est cette personne-là qui fait les ajustements d'appareils, entre autres et tout. Puis, il y a une personne qui dit, j'aimerais ajouter que pour certains, la surdité est une identité et c'est magnifique. Effectivement, ça, je pense que c'est un commentaire plus en réaction à la portion là, pour Madame la vicaire. Il est important de respecter l'identité de tous dans le cadre du travail ou autre et j'aurai la discussion avec le collègue pour m'assurer de respecter son identité. Tout à fait. Donc, merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Les rediffusions seront disponibles, puis bonne journée mondiale de l'audition à tout le monde. On se revoit probablement le 3 mars prochain pour une autre conférence sur la journée mondiale de l'audition. C'est notre intention, du moins, de continuer à faire des conférences pour cette journée-là. Donc, prenez soin de vos oreilles, puis n'oubliez pas d'avoir de bonnes habitudes d'écoute pour la suite des choses. Donc, merci beaucoup et n'hésitez pas à nous écrire si vous avez d'autres questions. Bonne journée à tous!